C'est vraiment un grand plaisir de se retrouver. C'est effectivement, on s'est croisés de nombreuses fois au Conseil national de l'alimentation, et je pensais aussi à l'avis sur l'obésité de l'enfant, où le CNA s'était en quelque sorte transformé en instance de deuxième cercle pour quelque temps, lorsque l'avis avait été produit et travaillé. Alors, la thèse que je voudrais défendre, c'est que les controverses scientifiques sont utiles. Qu'elles sont utiles et qu'elles sont un contrepoint précieux aux analyses de consensus. Et qu'elles en sont le contrepoint, ou en tout cas l'élément qui en limite les méfaits. Et si la communauté scientifique n'est pas en mesure de prendre en charge les controverses elles-mêmes, alors c'est d'autres instances qui les prennent en charge, avec tous les problèmes que les uns et les autres, que l'on craint ou que l'on voit se développer, des caricatures de posture, des effets de médiatisation, des effets de thématisation, d'exagération, etc. Et nous avons tout à gagner à regarder en face les controverses. Mais la question des controverses, c'est que il y a des effets de masquage et de déni des controverses à l'intérieur même du champ scientifique, en tout cas pendant un certain temps. Alors je voudrais essayer d'éclairer ces questions, et moi je suis très enthousiaste de la présentation faite par Ambroise, parce qu'il dérive de l'analyse de consensus vers la problématique du controverse, de la controverse et de la gestion de la controverse. Il y a énormément de connaissances, et il y a eu de très gros travaux méthodologiques sur la gestion du consensus scientifique. Mais nous sommes dans un état de friche scientifique dans la gestion de la controverse. Et le travail qui vient d'être présenté, en fin de compte, c'est des premiers signes d'une réflexion méthodologique partant de la problématique du consensus vers le controverse. Alors je voudrais essayer de la nourrir et d'y apporter ma contribution à partir d'une perspective sociologique. Et je vais peut-être commencer par prendre la mesure du caractère provisoire des connaissances scientifiques. Alors, salut, voilà. Vous vous rappelez, 1930, le ministère de la Santé aux États-Unis fait une campagne de communication en direction des populations précaires, et les invite à ne pas manger de fruits et de légumes parce que ça coûte cher, ça contient que de la cellulose, de la flotte, et que ça a peu d'intérêt nutritionnel. Et les invite à s'orienter vers des bas morceaux de viande, qui sont plus gras, plus énergétiques. Le modèle scientifique qui soutient cette communication est une conception énergétique de la nutrition, qui est celle que l'on a à cette époque. Quelques années plus tard, on prend la mesure du rôle des éléments minéraux, des micronutriments. Il y a toute une dimension non énergétique de l'alimentation qui émerge, et on revisite ces questions et on les transforme. Nous ne sommes pas à l'abri de quelques révolutions scientifiques, l'épigénétique, la nutrigénétique, la nutrigénomique prendra peut-être un peu de temps, mais on voit bien que ça va très vite, et on voit bien que ça va nous amener à revisiter un certain nombre de questions. Alors cette question, je vais, une fois n'est pas coutume, le traiter en 4 temps. Le premier temps, ça va être d'essayer de voir comment la sociologie des sciences éclaire la question des controverses. La deuxième temps, je prendrai juste comme un exemple la question de l'obésité et de quelques controverses qui existent sur l'obésité, non pas pour pointer des déficits de la science, ce n'est pas ça la question, c'est pour voir comment elle nous indique où l'effort de recherche pourrait être porté et quelles sont les logiques d'intérêt qui sous-tendent les problématiques de controverse. Le troisième temps nous permettra de voir que la logique d'intérêt ne s'arrête pas à la porte des laboratoires et que cette question, elle nous invite à passer non pas de la négation de l'intérêt, mais de la logique d'intérêt à la logique de partage de responsabilités et de hiérarchisation des intérêts, intérêt public, intérêt général,
versus intérêt particulier. Et enfin, je réfléchirai à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un principe de circonspection, que Robert Merton, sociologue des sciences américain, nous invitait déjà dans les années 40 à développer dans ce qu'il appelait le scepticisme organisé, qui est une des caractéristiques des organisations scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une controverse ? La définition de Wikipédia était intéressante, elle incluait la dimension sociale. Je vais le faire en deux temps. Dans un premier temps, on peut la définir comme quelque chose qui est l'existence d'arguments légitimes contradictoires. C'est-à-dire un argument, je réduis la dimension. L'argument légitime, c'est des arguments publiés dans les mêmes conditions à un niveau scientifique de qualité. On a vu que ce n'était pas évident la qualité. Mais enfin, quand même, c'est publié, c'est peer-reviewé, il y a une communauté qui, à un moment donné, dit oui. Voilà. Eh bien, il y a des controverses. C'est-à-dire qu'on a, dans les mêmes conditions de publication, des choses contradictoires. Donc, on a ce niveau de controverse. Mais il y a aussi des controverses moins nettes. Celles-là, elles sont relativement arbitrables avec les méta-analyses, avec des outils qui sont des outils de l'expertise et du consensus. Mais il y a parfois ce qu'on peut appeler des pré-controverses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revue de littérature possible, mais il y a des avis dans la science, parfois des avis autorisés, qui sont des avis contradictoires, avec par moments toute une série de tentatives d'invalidation. Celui qui tient ce discours est un irresponsable, celui qui tient ce discours est un marginal, un outsider, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, etc. Et on est dans des phénomènes de pré-controverse. Rappelons-nous, lorsqu'une question scientifique nouvelle et qu'elle remet en cause des connaissances établies, elle a quand même un petit peu de mal à passer dans les publics. Si vous envoyez un papier qui va dans l'esprit du temps, il va être reviewé, parfois pas lu. On va voir 2-3 exemples. Mais si vous l'envoyez et que le papier est en contradiction avec ce qui est l'état de la connaissance, il va être lu, relu, re-relu, et on va vous demander toute une série d'informations avant qu'il soit accepté. Et il y a un phénomène très bien décrit par un sociologue américain qui s'appelle Barber, qui parle d'effets de résistance du développement de la science à l'innovation. Et ces effets, à un moment donné, basculent, et ensuite on a des idées qui se développent. En général, les idées nouvelles sont publiées dans des mauvaises revues, des revues marginales, avant qu'elles n'atteignent le cœur légitime de la science. Alors, ça amène une certaine difficulté pour étudier les controverses, parce qu'il y a des controverses qui font beaucoup de bruit, elles sont dans les médias, on les entend, et il y a des controverses sourdes, masquées, déniées. Et pour les étudier, eh bien, il faut travailler sur du matériau scientifique, mais il faut travailler, ça c'est un des grands paradoxes, sur le matériau des lobbyistes, c'est-à-dire que la logique d'intérêt peut nous apparaître comme des logiques de masquage ou comme des logiques de révélation des questions de controverse. Les articles de presse qui mettent en scène à ce moment-là les dimensions sociales, avec toute une série d'acteurs, avec des intérêts multiples, et enfin des émissions de télévision. Venons-en à la façon dont la sociologie des sciences regarde le secteur scientifique. Robert Merton, que vous voyez à droite ici, a décrit ce qu'il appelle les valeurs ou le système de valeurs de la science moderne. Elle se caractérise par le respect de 4 grands principes: l'universalisme de la connaissance. La science ambitionne des connaissances indépendantes du choix du café, c'est-à-dire de toutes ces variables culturelles, et donc elle doit pouvoir traverser les particularismes locaux. Il y a une communauté scientifique qui partage des connaissances, qui les diffuse gratuitement, et la façon de rétribuer le chercheur, c'est d'associer son nom à une découverte et de le citer correctement dans l'histoire de la réflexion qui va poursuivre. Le désintéressement, et sont mis en place dans l'appareil scientifique des dispositifs qui sont susceptibles de contrôler l'intérêt et de neutraliser les effets d'intéressement. C'est la lecture mertonienne. Et puis le scepticisme organisé, dont nous parlions tout à l'heure,
qui consiste à passer à la critique toute proposition nouvelle et repasser périodiquement, y compris l'état des connaissances, à la critique. Cette lecture est fondatrice, elle présente cependant un certain nombre d'inconvénients et la sociologie des sciences contemporaines a pris largement des distances avec cette grille de lecture sur plusieurs points. Deux grands courants sont à distinguer. Le premier courant que l'on appelle le courant du programme fort, très largement développé par les anglo-saxons, mais par deux Français qui sont extrêmement prestigieux dans ce domaine-là et qui ont une notoriété très importante à l'étranger. Il s'agit de Latour et Calon, et qui ont une lecture extrêmement radicale de cette question en disant, les logiques d'intérêt ne s'arrêtent pas à la porte des laboratoires, elles animent les laboratoires. Renvoi d'ascenseur, dans les logiques de publication, solidarité, dans les logiques d'attribution de ressources, mais encore, ce qui permet de reconnaître quelque chose comme vrai, c'est un ensemble de processus sociaux qui sont les équivalents de ce qui permet de disqualifier quelque chose, et c'est le fameux principe de symétrie de la science. Alors, en deux mots, la première lecture nous amène à penser la science sur le modèle de Pierre et Marie Curie. Vous voyez ce film dans lequel les chercheurs désintéressés se battent pour découvrir le vrai, et autour d'eux, personne ne comprend rien, des processus d'influence. Influence volontaire par des lobbyistes économiques, par des politiques, mais même le directeur de l'école de chimie qui ne comprend rien à rien et qui ne comprend pas les enjeux de la recherche elle-même. Chevalier blanc, logique d'intérêt qui s'arrête à la porte. Alors, la posture de Calon et Latour, je ne la partage pas complètement parce qu'elle débouche sur un relativisme relativement important, notamment le principe de symétrie qui dit une vérité est acceptée par une communauté scientifique parce qu'il y a tout un ensemble de processus de construction sociale dont Ambroise a fait un certain inventaire. On pourrait en continuer d'autres, et ils le font. Et de la même façon que ce qui permet de disqualifier une vérité momentanément, eh bien, c'est aussi des processus sociaux. Alors moi, j'appartiens à un autre courant qui consiste à penser qu'il y a bien un cœur de la science. Ce cœur de la science relève d'une rationalité cognitive, épistémologique, mais il y a des processus d'influence. Et les processus d'influence ne sont pas, comme Merton le pensait, extérieurs à la science, ils sont extérieurs et intérieurs à la science. Et ces questions, dès lors que j'accepte l'idée que l'intérêt est partagé et présent partout, la question n'est plus le désintéressement, mais la question est l'arbitrage de l'intérêt, sa régulation, sa hiérarchisation, et la question c'est quelles instances pour arbitrer les logiques d'intérêt. Je vais parler des effets de masquage. Ces effets de masquage, ils sont liés au fait que chaque fois que les questions scientifiques sont difficiles, c'est-à-dire quand la science est entre gris clair et gris foncé, et qu'on fait des conférences de consensus, on a tendance à scénariser la science. C'est-à-dire à organiser les connaissances dans une forme logique, en mettant de côté ce qui est dissonant et en incluant, plus précisément, ce qui s'inscrit dans une architecture qui donne sens à l'ensemble. Alors ce processus, il est important. La scénarisation de la science, elle est importante parce qu'elle permet de passer à la décision politique. Mais le contrepoint de la scénarisation, c'est de prendre la mesure qu'il ne faut pas sous-estimer les controverses, sinon, c'est l'effet nuage de Tchernobyl. Et quand elles reviennent, alors à ce moment-là, c'est l'ensemble de la communauté qui apparaît soit comme ayant été irresponsable, soit comme ayant été elle-même manipulée par une série de logiques d'intérêt, et on en voit apparaître à ce moment-là, de nouveau. Alors, il faut bien prendre la mesure que la question de la conception de la science transforme la lecture que l'on a des controverses. Si je suis dans une posture positiviste, ce qui est quand même la lecture un peu dominante du secteur scientifique de la santé publique,
Je conçois la controverse comme une étape entre deux théories. Des connaissances nouvelles émergent et il y a une bagarre entre deux modèles. Et la controverse apparaît comme intéressante, mais après tout comme assez secondaire. Et on la fait passer par perte et profit de l'histoire des sciences. Elle apparaît comme, on va dire, les avatars de l'avancée de la science. Si j'adopte une perspective constructiviste, ce qui ne veut pas dire que je réduis la science à une construction, vous m'avez entendu tout à l'heure, à ce moment-là, les controverses deviennent des lieux extrêmement intéressants, d'où je peux désigner l'effort de recherche et d'où je peux commencer à désigner les logiques d'intérêt. Je vais prendre le cas de l'obésité, je vais le faire assez vite. Je vous renvoie à des travaux récents que j'ai pu faire sur cette question. Il y a des controverses, même si elles sont en partie masquées. Elles sont masquées de façon différente selon les pays d'ailleurs. Il y a des discussions sur la mesure, il y a des discussions sur le nombre de morts attribuables, sur l'impact sur l'espérance de vie. Les enfants obèses deviennent-ils des adultes obèses? Alors, la posture que je prends, ce n'est pas le sociologue qui parle, c'est le sociologue qui regarde les travaux scientifiques du champ et qui dit, allez, je vais très très vite. Vous voyez, par exemple, vous vous rappelez, en 1998, l'International Obesity Task Force décide de modifier le seuil entre le surpoids et l'obésité. Pardon, le surpoids et le poids normal, excusez-moi. 27,6 pour les hommes, 27,3 pour les femmes. On faisait une distinction homme-femme. Puis il y a une commission qui se réunit, il y a des experts, et on décide de ramener tout à 25. Dans la nuit, plusieurs millions d'Américains deviennent en surpoids. Alors cette question, je pourrais la tourner en ridicule, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, il y a bien un débat scientifique derrière, autour de la problématique, vous voyez, de la problématique du développement du diabète de type 2, il y a bien des données, il y a bien quelque chose qui va se passer. Mais en même temps, et là je reviens dans des revues scientifiques, il y a quelqu'un qui s'exprime dans le Journal of Public Health et qui dit abaisser la norme à un tel niveau que l'excès de poids concerne 55% des Nord-Américains, etc., etc. On voit qu'à l'intérieur du champ scientifique, il y a une discussion. Alors, on peut se faire un petit plaisir. L'équipe de France de rugby, avant 98, après 98. Dans la première équipe, vous avez 17 types en poids normal, avec l'application des anciennes barrières. Dans la seconde, vous en avez 3. Et on a eu du pot parce que les 3 rapiettes qui sont devant, là, ils ont un indice de masse corporelle à 24,7. Il s'en est fallu de peu qu'ils ne soient désignés en surpoids. Vous vous rappelez la grande spécialité française qui était la mesure de l'obésité de l'enfant. Avec ce qui un temps a été appelé obésité de type 1 ou de degré 1, et qui était du surpoids. Donc la communauté scientifique a régulé, ça a disparu. Mais il y a eu une controverse spécifiquement française. Celle-là, elle n'est pas passée sur la place publique. Elle s'est réglée dans l'appareil scientifique. L'expertise INSERM de 2005 a ramené les taux à ce qui est leur réalité. Mais mon Dieu, y aurait-il même que 3% d'enfants obèses? Est-ce que ce n'est pas assez pour qu'on s'en occupe? Mais on a vu comment on a eu besoin et comment il y a eu des effets, je vais revenir à cette question, des effets de thématisation autour de cette question. Notre controverse, est-ce que les enfants obèses deviennent des adultes obèses? Quasiment à la même temps, de publication dans la même revue, vous avez des postures différentes. Combien de morts? Quelle est la surmortalité de l'obésité? Vous avez une tendance très forte. Je vais vous présenter les compétiteurs. Ali Mogdad, en haut à droite, en bas Catherine Flegal. On vous a affaire à
la fine fleur de la science américaine. Dans le JAMA, même revue, même conditions de publication, l'un vous mesure la surmortalité liée à l'obésité à 400 000 morts par an, et l'autre, 25 000, divisé par 15. On a affaire à des modèles, à une concurrence de modèles épidémiologiques d'attribution de la mortalité. Sauf que qu'est-ce qui va être retenu par les scénarisations de la science? C'est le premier scénario. C'est le premier scénario qui va être retenu par les rapports OMS. C'est le premier scénario qui va être retenu par la médiatisation de la question. Et c'est le premier scénario qui va être retenu pour calculer les coûts de l'obésité. Cette question-là, elle peut s'arbitrer, laissons-les travailler. Mais, vous voyez, c'est la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que la question de l'obésité fonctionne comme ça? Ou est-ce que, sur le surpoids, et à un certain âge, pour le surpoids, à un certain âge, eh bien, on n'a pas un effet d'aggravation de la surmortalité, mais un effet de réduction. Ça, c'est la thèse de Catherine Flegel. Et cette question, elle est intéressante à laisser s'arbitrer la question. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. C'est est-ce qu'à ce niveau-là, eh bien, vous avez une réduction du risque ou une aggravation du risque? Même qualité, même niveau de publication, on a affaire ici à une controverse. Pour quelle raison on choisit une partie? Pour quelle raison on ne choisit pas l'autre argument? Vous vous rappelez, Brasilia, Congrès mondial de l'obésité, je pense que c'est 2004 ou début des années 2000. Et Geolansky fait une conférence en plénière dans laquelle il annonce que l'espérance de vie sur l'obésité va diminuer pour la première fois depuis longtemps aux États-Unis. Parce que les gens sont dans la salle, beaucoup de monde est assez incrédule. Les agences de presse, on dit parfois c'est la presse qui fait mal son boulot. Les agences de presse font leur boulot. Elles tendent le micro au patron du Max Planck Institut, à Vaupel, qui dit c'est un discours au service d'une cause, y compris des poids lourds de la question de l'obésité, vont prendre des mesures, vont dire c'est trop simpliste, etc. Ce que la presse retient, c'est quelque chose qui fait un effet absolument incroyable. On peut faire du titre avec. L'espérance de vie va diminuer à cause de l'obésité. Alors, comment on peut expliquer cette question, ces controverses? On peut les laisser partir. Et on peut laisser la presse s'en emparer. La presse peut s'en emparer par moment ou pas. C'est variable. On peut aussi considérer qu'elles font partie intégrante de la science et qu'il nous faut les assumer. Alors, l'interprétation par la logique d'intérêt pourrait être simple. D'ailleurs, l'obésité, c'est toujours très simple. Dès qu'on assiste à une conférence sur l'obésité, ça commence par « l'obésité, c'est simple ». L'obésité, c'est simple parce que c'est manipulé par l'industrie pharmaceutique qui a publié, qui a soutenu, qui a financé les productions de données, qui a financé, y compris l'IOTF, c'est l'industrie pharmaceutique. Je suis au deuxième degré là, hein. Je vais récuser cette analyse. Mais on peut développer de l'analyse. Ah, mais l'obésité, c'est la cause de l'industrie agroalimentaire. Et les controverses, elles pourraient même être manipulées par l'industrie agroalimentaire qui mettrait en place une espèce de rideau de fumée, comme l'industrie du tabac l'aurait fait au moment de l'émergence d'une politique publique contre le tabac. L'obésité, c'est très simple, c'est la faute des politiques publiques. On subventionne un ensemble de produits alimentaires qui ne sont pas bons, ou qui sont le contraire. Et vous voyez cette inversion des pyramides du financement et de la publicité. Et cette très belle question posée par Tim Lang, pourquoi un Big Mac coûte-t-il moins cher
qu'une salade. Et derrière, il y a toute une politique de subvention de l'agriculture. L'obésité, c'est la faute des obèses, bien sûr, vous le savez, c'est eux qui sont responsables. L'obésité, c'est la faute des amaigrisseurs qui vous font des promesses intenables. L'obésité, c'est la faute des parents, c'est la faute de la presse, c'est la faute des acteurs de la mode, c'est la faute des consultants, c'est la faute des ayatollahs du PNNS. C'est ce qu'on appelle un jeu de chaises musicales. L'invitation que je fais, c'est de passer du jeu de chaises musicales au partage des responsabilités. J'ai oublié le plus beau. L'obésité, c'est la faute des chercheurs. Avec ce truc absolument incroyable. Le CDC, auquel appartiennent Catherine Flegal et Ali Mogdad, 400 000 morts ou 25 000 morts. La patronne du CDC commande un audit scientifique interne sur les titres de Mogdad. Elle a les résultats. Qu'est-ce qu'on a dans les résultats? On croit rêver. Il y a des erreurs de calcul dans les papiers publiés dans le JAMA. Des erreurs de calcul, vous m'avez entendu. Ça veut dire que les reviewers n'ont pas lu les papiers, parce qu'ils allaient dans le sens attendu. Et que la même patronne, elle fait son boulot, quand elle va négocier le budget pour son agence, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit l'obésité, c'est très très grave. Et elle utilise, alors même qu'elle sait qu'il y a une controverse qui est en train d'émerger, elle sait ce qui est en train de se passer. J'ai oublié le meilleur pour la fin, l'obésité, c'est la faute des sociologues, vous le savez. Les sociologues qui, parce qu'ils attirent l'attention sur l'importance du plaisir, sont vendus à l'agro-industrie, et qui, en fin de compte, vous voyez, ce jeu des chaises musicales. Et j'ai eu les honneurs du Canard enchaîné sur une analyse de ce type. Sortons de ce jeu des chaises musicales. Et en prenant la mesure qu'il y a deux grilles de lecture qui peuvent nous aider à penser ça. Je vais le faire très vite. La grille de la mise sur agenda et de la thématisation. Et pour cheminer vers un partage des responsabilités sur une question de cette nature. La théorie de la mise sur agenda, elle essaye de comprendre pourquoi une question scientifique devient une question politique. Et comment les politiques s'en emparent, décident des financements, décident de l'installer dans les agendas politiques avec des plans, avec des questions de cette nature. Alors, grosso modo, pour faire vite, 3 mouvements. Ce qu'on appelle le courant des problèmes, c'est l'ensemble des acteurs, des intérêts et des logiques scientifiques qui rendent visible une question. C'est les gens qui font de l'épidémiologie, c'est les gens qui réfléchissent à la mesure, mais c'est aussi les intérêts qu'il y a derrière eux. Les intérêts peuvent être des intérêts technologiques, avec de nouvelles machines, de nouveaux dispositifs. De l'autre côté, c'est ceux qui portent les solutions. C'est ce qu'on appelle le courant des solutions. Ceux-là, c'est les scientifiques, les modèles d'analyse, les intérêts qui apportent des solutions. Ça peut être l'industrie du médicament, ça peut être l'industrie agroalimentaire, ça peut être, etc. Et puis, il y a le courant des politiques. Chaque courant a ses propres logiques. Et pour que ça passe sur l'agenda, il faut que des acteurs particuliers qu'on appelle des entrepreneurs réussissent à articuler courant des problèmes, courant des solutions et courant politique. Et dans la catégorie des entrepreneurs, on distingue 2 rôles. Le rôle des croisés, qui sont des gens qui ont des postures militantes, des postures d'alerte, et des experts, qui sont dans la froideur de la science, et qui disent oui, le croisé a raison. Ce rôle est nécessaire. Alors cette grille de lecture, elle montre qu'il y a des effets de système. Parce que pour être entendu, le courant des problèmes a tendance à exagérer le problème, et pour être entendu, le courant des solutions a tendance à être optimiste, et à dire, ouais, l'obésité, on n'en fait qu'une bouchée. C'est très grave d'un côté, on n'en fait qu'une bouchée de l'autre, et les politiques, à ce moment-là, s'en emparent. Mais s'en emparent lorsque les problèmes ont une certaine caractéristique. Le cancer du sein, on a beaucoup de mal à faire un 20h30 à la télévision avec. C'est aussi un vrai problème de santé publique. Mais la question de l'obésité, elle fait écho à un certain nombre de choses. Et donc il faut introduire une autre dimension, qui est la dimension de la thématisation, qui essaye de comprendre comment une question scientifique s'articule, s'agrège, se met en chaîne logique avec d'autres grandes préoccupations de la société à une époque.
Et comme le disait Laplantine, qui est un des grands anthropologues de la santé, les scientifiques, comme les militaires, se recrutent dans le civil. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait simplement dire qu'un scientifique, eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui est hors sol, il est enraciné dans sa culture et la démonstration, alors soit scientifiquement, faite par Claude Fischler quand il montre qu'un scientifique est plus proche dans son système de représentation de l'alimentation qu'un compatriote du même pays que d'un autre scientifique, ou bien avec ce dessin humoristique absolument remarquable de Qui veut un café et envoyer cette diversité, eh bien, chaque fois que la science est entre gris clair et gris foncé, les valeurs, les modèles culturels sont les passagers clandestins du discours scientifique. C'est ce que nous appelons des constructions sociales. Alors, thématisation, je le fais très vite. Évidence, quand on regarde l'émergence de l'obésité en France, elle apparaît après 2000 dans le discours public et elle apparaît dans le café du commerce, comme dans le discours de l'homme politique, comme la conséquence de quelque chose qui tourne pas rond dans l'alimentation. Et là, de José Bové à la droite française, à la FNSEA, dans les discours politiques qui ne sont pas les mêmes discours, mais l'obésité tient la même place, une place de démonstration. L'obésité, ça va apparaître comme la conséquence d'une espèce de punition du Nord, avec les rapports de culpabilité Nord-Sud, d'une partie du monde qui croulerait sous l'abondance et l'obésité, et une autre partie du monde qui serait dans le manque. Avec ce truc absolument incroyable qui est la théorie du double fardeau, qui n'est pas une théorie que je voudrais disqualifier, mais qui a une dimension thématique un peu curieuse. C'est que dans certaines ambassades, par exemple au Vietnam, il a pu apparaître un peu élégant quand même que les Vietnamiens connaissent un peu l'obésité. Je caricature, excusez-moi. Mais la principale question à date est quand même plus des questions de disponibilité alimentaire que des questions d'obésité. Et donc, la thématisation, c'est la mise en logique dans la pensée profane. Et puis, formidable légitimation du discours de l'obésité pour cette immensité du désir de mincir qui n'a peu de rapport, ou que peu de rapport avec la santé, qui s'inscrit dans une problématique d'esthétique, de distinction sociale, et pour lequel le discours nutritionnel apparaît souvent comme un discours qui court après cette question et tente de le légitimer. Regardez, lorsque les banques sont apparues, désolé, croissance zéro, et on voit bien comment on disqualifie le banquier comme un gros, quelqu'un qui ne redistribue pas, qui se gave, alors que les autres sont dans la crise. Alors, à ce stade-là, avant d'attaquer ma conclusion, il y a des effets de système qui sont parfois des effets de masquage, parfois des effets d'exagération, parfois des effets de dramatisation. Et sur la question de l'obésité, eh bien, vous avez courant des solutions, courant des problèmes, courant des priorités. Les lobbyistes interviennent pour pousser les solutions, pour pousser les problèmes. Ils vont financer des études, ils vont financer de la médiatisation d'un certain nombre d'études, le tout s'inscrivant dans des logiques d'intérêt multiples. Ces logiques d'intérêt, on peut décider qu'on les ignore, ou on peut décider qu'elles sont elles-mêmes disqualifiantes sans qu'on les ait étudiées, ou on peut décider d'en prendre la mesure, de les étudier et d'essayer de voir comment on peut les réguler. Un des effets qu'on a eu en France, c'est un effet de dramatisation de l'obésité. La dramatisation est-elle utile à la bonne prise en charge de la question? Ce n'est pas complètement sûr, parce que ça a des effets retours. Lorsqu'aux États-Unis, eh bien, cet audit interne du CDC, bien sûr, a fuité, vous imaginez bien, est passé dans la presse. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? D'un côté, les journaux sérieux qui font une analyse de la situation en disant peut-être les études du CDC surévaluent la mortalité. Et puis de l'autre côté, des lobbyistes qui s'emparent de la question et qui disent l'obésité, une épidémie, un problème, une exagération. Qu'est-ce que l'on souhaite? Que ce soit traité sur la place publique de cette façon, ou que ce soit quelque chose qui soit arbitré avec des citoyens, avec différents dispositifs qui peuvent arbitrer cette question.
Les conséquences de la thématisation, c'est qu'il y a des effets de dramatisation. Et ceux qui disent c'est très très grave, c'est dramatique, deviennent audibles par les effets de médiatisation. Et ceux qui sont dans des discours de prudence apparaissent au mieux comme des timides, au pire comme des vendus. Dernière partie. La dernière partie, c'est d'essayer de voir comment le principe de précaution pourrait être couplé avec un autre principe, qui serait le principe de circonspection, qui pourrait être déployé dans les logiques d'analyse de controverses. En sociologie des organisations, il y a eu un moment qui a changé complètement la vision qu'on avait des choses. C'est lorsque l'on a cessé de considérer que, c'est Michel Crozier, hein, l'image là, lorsqu'on a cessé de considérer que le conflit dans une entreprise était la chose à éviter et que c'était l'échec de l'organisation. Et que l'on s'est dit, les relations dans une entreprise, elles sont potentiellement conflictuelles. Et donc, ce n'est pas le conflit qui est un problème, c'est sa non-régulation. Eh bien, c'est à la même révolution paradigmatique que je vous invite. La question, ce n'est pas à qui la faute, la question, elle est comment on régule les logiques d'intérêt et comment on les arbitre entre l'intérêt collectif, l'intérêt général et les intérêts particuliers. Le principe d'indépendance est un mythe. Alors, on va essayer de le regarder de façon un peu plus... Il va falloir faire un travail plus fin, de connexion d'intérêts, d'analyse. Alors, ça a été bien entamé ce matin. Mais il faut quand même qu'on pose une question très précise. Qu'est-ce que c'est que cette injonction paradoxale qui pèse aujourd'hui sur les chercheurs? D'un côté, l'ANR nous dit « il vous faut travailler avec des industriels ». Pour une raison, c'est qu'il n'y a pas de raison que la science dorme dans les armoires du CNRS. Elle peut aussi créer de la valeur, créer des emplois. Et tout l'argent que les industriels vont mettre dans les budgets scientifiques, eh bien, c'est, chaque fois que ça peut être piloté par la science, piloté par la communauté, c'est de l'argent qui amplifie les stratégies scientifiques. Premier discours. Et deuxième discours, lorsque les chercheurs font ça, et on les appelle en expertise, ah non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on en est où, là, dans cette affaire? On peut distinguer, il y a toute une gradation. Et la Haute Autorité de Santé a fait un travail remarquable dans la distinction. Sauf que quand on arrive au bout du compte, qu'est-ce qu'on regarde? Sur les 165 membres de la Haute Autorité de Santé qui ont fait les déclarations, il y a 6,5% d'experts qui n'ont pas de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt. On peut décider qu'il n'y a plus d'intérêt. Ça veut dire qu'il faut qu'on finance la science autrement. Et on se rappelle de la science uniquement financée par les deniers publics. Donc c'est aussi la déconnexion que ça a avec l'univers économique. Lorsque le vaccin H1N1 est apparu, je reprends ici une interview dans Le Monde de Ewald qui disait « L'application demain du principe de précaution a toutes les chances de passer par les mêmes phases. Excès dans l'évaluation de la menace, puis déception. D'une certaine manière, le prix à payer des vaccins, en trop, c'était le prix à payer de la liberté des gens, hein, parce que s'il n'y avait pas eu les doses de vaccins, à ce moment-là, on avait également un autre problème. Je vais nuancer cette lecture. Le prix à payer du principe de précaution, ça a été le discrédit porté sur l'OMS. Personne n'a à gagner à ça. Personne n'a à gagner à ça. C'est vraiment ça l'effet de Tchernobyl. Et la question, c'est de réguler ces logiques-là. La controverse est quelque chose qui peut nous permettre de compenser, d'articuler et d'être les deux pieds sur lesquels, conférence de consensus, conférence de controverse, sur lesquels la science se régule et prépare des politiques publiques basées sur la science, en distinguant très précisément, je vais passer rapidement, en distinguant les avantages. Premier avantage, elle permet d'identifier où il faut faire porter l'effort de recherche pour arbitrer des controverses quand elles sont arbitrables. Pas seulement attendre, mais mettre l'argent où il faut faire avancer. Arbitrer les logiques d'intérêt parce qu'elles les révèlent, les logiques d'intérêt.
Et puis, elle permet de comprendre les phénomènes de thématisation. C'est un peu plus des questions de sociologue. C'est ma dernière slide. Différents types de politiques basées sur la science. Quand la science est claire, eh bien, la science peut dicter des postures et des décisions. Quand la science est moins claire, elle peut éclairer en partie. Mais l'espace de légitimité du politique est quelque chose qui est à distinguer de l'espace de légitimité du scientifique. Quand le scientifique n'a rien à dire, ou n'a pas grand-chose à dire, il peut dire tout ce qu'il sait pour éclairer, mais les seuls légitimes, ce sont les politiques, et ça nous invite à penser à mettre notre bulletin de vote la prochaine fois qu'il y aura des élections. Et ce sont eux. Il y a donc une graduation à l'intérieur de la décision politique. Merci beaucoup de votre attention. Quelques éléments de lecture pour ceux qui veulent continuer.